Aujourd'hui, la question est délicate, très compliquée. Je suis toujours sur cette première semaine dans le passage de 64 à 81, comment l'art contemporain s'institutionnalise, c'est-à-dire, on l'a vu, on le verra encore demain avec des expos uniques. J'oubliais de dire à propos de Bacon, le plus cher artiste vivant, des sommes phénoménales. Et donc, je disais, en faisant découvrir le travail de Bacon, qui pourrait avoir l'air à première vue très repoussant, finalement, c'était l'institution, le marché récupère, s'intéresse à ces artistes et les intègre, en fait, les avale. C'est pas une question de récupération seulement, c'est, je pense, aussi quelque chose qui, le monde, le marché, la connaissance de l'art est plus développée. Les musées d'art moderne se sont répandus. On verra demain comment l'institution, dès les années 30, en France, par exemple, l'idée d'art public, l'idée de, d'éducation culturelle va jouer un rôle sur la connaissance qu'on peut avoir de l'art. Ce qui fait qu'on va petit à petit avoir un renversement qu'on verra encore plus demain, mais j'ai besoin d'expliquer ça pour qu'on comprenne les hésitations d'aujourd'hui. Euh, on va être de plus en plus à même d'apprécier l'art qui se fait au moment où il se fait et ne plus le juger seulement par le choc qu'il produit, mais par les questionnements, les allers-retours, je disais, les tensions, polarités entre plusieurs choses. On l'a vu chez Sam Francis entre une abstraction, on va dire, pour plaisanter, à plat ou verticale, et puis pour le cinéma, entre une reconnaissance d'une forme qui serait un art nouveau et du divertissement. Pour Bacon hier, entre la figuration et l'illustration, quelque chose qui fait que c'est jamais très très clair. Et là, j'ai pris un sujet qui est absolument passionnant et tout à fait casse-gueule. C'est pour ça que je ne pourrais pas conclure. J'aurais de moins en moins de possibilités de faire un fil facile qui relie les choses et qui leur donne un sens qu'on attend de l'histoire de l'art. Vous savez que on a le reproche souvent, moi je viens pas de l'histoire de l'art, je viens de la philosophie, c'est pour ça que je prends les choses en biais et que je rigole. L'histoire de l'art enchaîne des éléments datés avec des choses qui sont sourcées, qui permettent de dire les choses se sont passées dans ce sens-là. Et je dis depuis deux fois qu'avec, en m'appuyant sur la remarque du livre de Hans Belting, l'histoire de l'art est finie, c'est l'histoire de l'art comme une narration qui s'est terminée. Ce qui fait que la philosophie a un point commun avec cet espace contemporain de maintenant qu'on est en train de découvrir, c'est tout simplement de pouvoir questionner, mettre à l'envers. Je disais hier, c'est une sorte d'hypothèse que je fais de, tiens, et si le travail pas plaisant, plutôt discutable de tapisserie était réexaminé avec le regard d'un admirateur, le jeune Bacon, euh, et comment d'un seul coup quelque chose ne serait plus pareil. C'est le futur qui regarde le passé et qui nous fait comprendre la pertinence qu'il peut avoir. Ce que je voudrais décrire aujourd'hui, c'est comment le surréalisme, je vais en reparler un tout petit peu, puisque j'ai déjà fait une séance, je n'ai pas fait beaucoup parce que c'est vraiment une masse énorme. Et justement, cette énormité, c'est celle-là que je veux questionner, c'est que quand on regarde bien, le surréalisme naît, alors en amont, je vais en montrer un tout petit peu, il y a déjà des choses qui ont rapport avec le surréalisme. Le dadaïsme l'a précédé, et puis les Chants de Maldoror 1869, qui va être un grand, grand repère du jeune breton quand il est à Nantes et qu'il est militaire et médecin. Le symbolisme de Knopf et ce qu'on pourrait appeler le symbolisme aussi de Douanier Rousseau. On est dans le début du XXe siècle, 1907. On a une représentation qui n'est pas une représentation du réel, qui s'appuie sur des éléments inventés totalement et qui vont donner un autre regard sur la réalité. On le voit aussi en Espagne, avec Lorca et les ultraïstes, et le fait que petit à petit, l'amitié avec Dali, les créateurs de quelque chose de moderne qui cherchent des nouveaux langages, vont jouer à la suite de ce symbolisme à détourner ce que le réel nous donne et ce que le réel nous donne à créer. Le tout jeune Dali avec le Lorca en question. On va le retrouver, le Dali, à Paris avec Buñuel dans pas très longtemps. Puis je pensais que, et c'est là où je veux en venir, que le surréalisme
suit le dadaïsme, je vais le redire. 1924, le manifeste d'André Breton, et puis des artistes que tout le monde connaît en France. Le surréalisme a une grosse importance, et le Art, Aragon, Soupeau, Tanguy, et pour d'autres connus, mais qui viennent à Paris, Dali, etc. Mais finalement, le surréalisme essaime, il se retrouve jusque dans ces années 64, qui est la mort de Breton. Jusqu'à quand le surréalisme dure, en fait? C'est ça ma question. Et j'ai à la fois une réponse et pas de réponse. C'est-à-dire, c'est quand même un des rares mouvements modernes qui devient un adjectif, quand même. On dit c'est complètement surréaliste. Et il s'agit de voir ce qui m'empêche de tracer un fil. C'est ça qui est intéressant à questionner. C'est que surréaliste, c'est à la fois une attitude de surprise, d'association d'objets, de mots, d'images, sans se soucier de la raison, sans se soucier de la logique. C'est aussi une provocation qui vient du dadaïsme de ne pas jouer à l'auteur, de ne pas jouer au grand écrivain et de le questionner. Et c'est aussi un procédé, c'est-à-dire des méthodes pour casser ce rapport à la grandiloquence de la raison que je viens de citer ou de l'auteur qu'on vient de citer. C'est comment déconstruire tout ça. Ça va se perpétuer après la mort de Breton, longtemps après, jusqu'à aujourd'hui. Je vais montrer des exemples de 81, notamment des Polonais en affiche, en film, qui sont des pures merveilles. Mais on va le voir aussi en Amérique du Sud. Et dans ces années 62, vous connaissez évidemment Topor et sans doute ensuite le mouvement Panique, qui va être, si ça s'appelle Panique, c'est tout simplement une façon de réveiller le surréalisme. Est-ce que le surréalisme peut être un mouvement qui continuerait sans fin, sans limite de temps? Est-ce que c'est un procédé qui fait que régulièrement on l'utilise et qu'on peut être qualifié de surréaliste sans l'être tout à fait? Qui dit qu'on est surréaliste ou pas? Voilà des questions qui se posent à l'histoire de l'art, puisque le Dali exposé il y a peu à Beaubourg, il y a des tas de morceaux tout à fait discutables de l'art de Dali, qu'on va voir tout de suite, qui n'ont pas été montrés en fait. Et je montrais Borges, parce qu'en Argentine, c'est un des grands écrivains du XXe siècle, mais je me disais, tiens, c'est vrai, est-ce qu'il est surréaliste? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, non, il est juste du côté du fantastique. Si vous avez l'occasion de lire ça, c'est une merveille. Tout comme Michaud, proche du surréalisme, proche de gens qui connaissent Brassailles, par exemple, et en même temps éloigné du surréalisme parce que trouvant que c'est un procédé, justement, qu'il y a quelque chose qui est un peu de la fabrication. Comment un mouvement aussi puissant, qui fabrique autant d'artistes, peut continuer après la mort de ces artistes? Ça m'intrigue beaucoup parce que si on regarde bien, je me suis amusé à faire une drôle de chronologie. Max Ernst meurt, vous voyez les dates, il naît en 1891, il meurt en 76. Miro meurt en 83, il participe aux affiches de la Coupe du Monde de foot de 82. Voilà, ce sont des artistes. Est-ce qu'ils sont encore contemporains? Est-ce qu'ils continuent à tracer ce qu'ils ont fait dans les années 30? On est en 83. Vous vous rendez compte comment on peut penser ça? Est-ce qu'on attend d'un artiste qui produise une nouveauté, ça c'est le moderne, et puis qu'il la continue encore? Alors il ne serait pas contemporain. Il n'y aurait pas une sorte d'interrogation, peut-être. Magritte meurt en 67. Aragon, né en 1897, meurt en 1982. Voilà, René Char, et donc Breton en 66. René Char dans les années 80, Breton en 66. Donc on a des artistes qui vont essaimer, ça va se continuer. Finalement, il y a quelque chose qui est passionnant dans cette question, et elle me met mal à l'aise, puisque normalement, je suis censé avoir une réponse, mais on peut tenter de chercher. C'est Modernité plurielle, l'exposition de Beaubourg, encore une fois, qui questionne le fait que ce mouvement, il a essaimé partout. Voilà, Dali meurt en 89, en train de claquer la bise à Warhol. Il a essaimé un peu partout dès ses débuts, en fait. Il a nourri, il a voulu être international. Voilà, André Breton avec Rivera et Trotsky au Mexique en 1938. 24, la naissance du surréalisme, et tout de suite après, en 1941, Breton est à New York, avec beaucoup d'artistes et avec un impact dont on a parlé sur la peinture américaine de Pollock, l'automatisme. Est-ce que tout ça est une écriture, une façon de procéder? Et est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des formes surréalistes qu'on retrouverait chez d'autres personnes? Ou est-ce que la question n'est pas pertinente, en fait? Et je crois que l'amorce de réponse, je prendrai plusieurs séances pour répondre à ça, parce que je n'ai pas la réponse. Il faut bien que je continue à chercher avec vous.
c'est que finalement, il y a peut-être quelque chose d'un procédé qui rafraîchit tout ce qui est autour de nous. Voilà, ça c'est surréalisme japonais, dès les années 1927, à Rué, de la peinture qui joue du monde du rêve, qui joue du décalage avec la raison. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un procédé fabriqué, mais aussi d'un procédé qui fait que quand il y a des difficultés politiques, il y a une manière par le surréalisme de contourner le discours officiel, de dire quelque chose d'un peu ironique, délicat, grotesque, mais une façon aussi d'interroger et de révéler quelque chose de fort. Voilà des surréalistes tchécoslovaques qui s'appellent Skupina surréaliste, tout, en 39, en 29, pardon. Et peu connu aussi Cesarini, qui est un surréaliste portugais. Voilà, mais le surréalisme portugais, il se crée dans les années 30-40, puisque Cesarini étudie aux Beaux-Arts à Paris. Mais la dictature de Salazar fait qu'il va falloir du temps pour que se répande un mouvement moderne, innovant. Ce que Modernité plurielle à Beaubourg avait montré, c'est que finalement, la modernité, c'est une sorte de promesse de nouveauté qui met du temps à arriver dans certaines contrées. Et dans contrées, il n'y a rien de péjoratif, évidemment, mais c'est plutôt quelque chose que je retournerai contre moi, c'est-à-dire que l'envie d'avoir de la nouveauté continuellement va faire ne pas regarder des artistes autour. Voilà, Cesarini avec Cruzeiro Sexas, avec une magnifique valise surréaliste, fait que si on range les choses par époque, rappelez-vous que Catherine Millet appelle son livre géographie, mais aussi histoire, c'est-à-dire si on range les choses par époque et par tiroir, on va louper cette longue carrière de Miro ou ces mouvements qui se développent un peu partout, en Europe, mais dans le monde, et qui vont semer une graine qui se plante et qui permet de continuer quelque chose. Et la deuxième problématique que ça pose aux profs d'histoire de l'art, c'est on ne peut plus penser l'art par un mouvement, par des grands auteurs, peut-être par un rebond, et je le dis depuis le début d'ailleurs, plutôt par relation. Une merveille d'artiste. Et vous savez quelquefois que l'histoire de l'art est beaucoup questionnée depuis les années 80 sur la place des femmes qu'on a vraiment mis de côté, et où les guerrilla girls, j'aurai le temps d'en parler, parce que c'est 81, c'est encore dans la période que j'ai décidé de garder pour cet art contemporain questionné. Elle montre qu'il y a peu de femmes dans les musées et que cette question-là est toujours importante à regarder. L'intérêt pour les profs d'histoire de l'art, c'est que ça fait découvrir des artistes qui ont l'air d'être mis de côté et qui, soit quand elles ont énormément de talent, nous font voir tout à fait autrement le mouvement, soit quand elles en ont moins, nous font aussi voir le mouvement par des moins forts, entre guillemets, comme on en trouve de tous les sexes, évidemment, mais qui nous font regarder ce que pourrait être autre chose que le surréalisme auquel on s'attend. La dame sur la photo s'appelle Nelly Kaplan, qui est une merveilleuse femme qui est morte cette année et qui vient d'Argentine. Toujours ce mouvement politique qui fait qu'on ne peut pas tout à fait, non pas regarder l'art par la vie des artistes, mais aussi par les zones d'influence, comme des groupes. Et la voici en train de regarder une image, dirait-on, avec Abel Gans, le cinéaste dont je parlais en début de semaine, qui est celui qui participe à inventer et à faire reconnaître comme auteur le cinéma. Elle arrive en 54 à Paris, elle a une lettre de recommandation, elle a beaucoup traîné, lisez sa vie, c'est vraiment tout à fait passionnant. Ses parents en avaient marre de la gérer, ils l'ont foutue au cinéma, pour pas avoir à s'occuper d'elle, dit-elle. Et c'est pas une mauvaise idée, dites donc, plutôt que les abandonner comme le petit pousset dans la forêt. Au cinéma, la voilà arrivée chez l'Anglois avec des lettres de recommandation d'Argentine, et la voilà en train de regarder tous ces films, de devenir amie avec et assistante en 15 jours d'Abel Gance, que voici, et plus tard de rencontrer Breton. Le voici à gauche, la voici au milieu, et à côté, Gans et Benjamin Perret, un des créateurs également participants du surréalisme. On est en 56. Finalement, ce surréaliste de 24, il est bien loin. Et on a beaucoup dit, et c'est tout à fait justifié, que Breton avait beaucoup dit qu'est-ce qui est le surréalisme, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voici comment je peux faire un petit flashback. Voilà. Avant le surréalisme, les peintures de Chirico, j'arrive toujours pas à savoir, des années 1913,
donnait par cette espèce d'ambiance. Voilà, le vent est dans un sens avec les drapeaux, la fumée dans un autre, une sorte d'ambiance complètement bizarre, une peinture qui sort de nulle part en Italie, des petits formats avec cette ambiance qui est très cinématographique d'ailleurs. On est dans les années 13 ici, le Chant de l'amour de 14. Ça va beaucoup, beaucoup plaire aux surréalistes quand ils vont le découvrir, ils vont l'inviter, et puis il va être pas très gérable. Ils vont pas s'entendre politiquement, les plutôt conservateurs, le Chirico. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que dès la fin, dès l'arrivée du pouvoir fasciste des années 30 et plus tard, Chirico va abandonner complètement cette peinture qu'on appelait métaphysique. On le devine là dans la façon de peindre. Quelque chose de moins cerné, moins lisse, moins régulier, c'est celle que j'ai dans mon dos. Et puis il va petit à petit être passionné par cette idée de classicisme, par ce fantasme de la peinture renaissante historique, voilà, la grande manière. Et il se met à peindre des choses comme ça, qui, on peut aller vite, c'est absolument difficile à regarder, même tout ce catalogue général, quand habituellement il y a une exposition Chirico, on ne met pas cette période-là. Une magnifique publicité pour la Fiat peinte avec les dieux de l'Olympe et toute l'évolution de le Pégase, c'est la nouvelle Fiat 1400. Comment ranger quand on est dans un musée, comment ne pas mettre de côté toutes ces œuvres, comment on peut les rattacher? Voilà la question que je soulève en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On peut pas. On peut évidemment le mettre de côté et dire que ah bah à partir de là c'est pas bien. Mais évidemment que les critères ne sont ni objectifs ni subjectifs. Il ne s'agit pas de mon goût. Il ne s'agit pas non plus d'éléments extérieurs ou de périodes qui fait que alors on peut et Dali que je viens d'ouvrir là va être un bon exemple. Des amitiés franquistes et un soutien direct pour ça font que voilà, on ne peut pas le montrer. Et pour le prof d'histoire de l'art, ça pose problème. La morale n'est pas la peinture. Et le Dali qui, en dessinant cette âne pourri avec, dès les années 28, il va être lui aussi admiré, adoré par les surréalistes et bien vite chassé. Voici une sorte d'anticipation de ce qu'il va faire avec Buñuel. Et quand il fait ce film, voilà, le film du chien andalou, dans ces années 20, le film obtint les résultats escomptés. Il ruina en une seule soirée 10 années d'après-guerre et d'avant-gardisme faussement intellectuel, anti-intellectuel complètement, le Dali. Cette chose immonde que l'on appelait l'art abstrait ou non figuratif tombait à nos pieds, et pour ne plus s'en relever, pas tout à fait raison, après avoir vu un orteil de jeune fille coupé en deux par un rasoir, un œil, vous allez être prévenu, il n'y a pas de place en Europe pour les petits losanges maniaques de M. Mondrian. Voilà, il y a une espèce de tension moderne entre les artistes, de créativité, voilà un extrait du Buñuel, et en même temps, quand ça passionne beaucoup Catherine Millet aussi, qui a écrit un très intéressant livre sur Dali, voilà, quand on a une dame qui a l'air de sniffer des roubignoles, ou quand on a un monsieur qui, dans le coin à droite, a un peu fait dans son froc, les surréalistes suivent un peu moins le côté scatologique de Dali. Et c'est ce qui intéresse le plus Catherine Millet. Elle a raison, c'est une façon, par l'injure, par la démesure, par le ridicule, en fait, de regarder autrement le travail de Dali que juste par la modernité. Et c'est là où elle a un regard vraiment contemporain sur Dali. Nous avons 6 hallucinations, non, 6 apparitions de Lénine sur le piano. Je vous le dis d'avance, il n'est pas très léniniste, le Dali. Voici le travail. Dali part aux États-Unis et rencontre Hitchcock, un travail tout à fait passionnant de générique que vous avez dû déjà voir. Je ne le fais pas quand je le fais comme ça. C'est un peu petit. Rencontrant, puisque Hitchcock est assez sensible à la peinture, c'est rien de le dire, et au surréalisme en particulier, comment cette rencontre de deux géants va ne pas tout à fait accoucher d'une scène de rêve qui ne sera pas retenue dans le film. Ça avait l'air d'être une maison de jeu. Mais il n'y avait pas de mur, seulement des tentures partout, avec des yeux peints dessus. Il y avait un homme avec des grands ciseaux qui coupait les tentures. Voilà. Comment ces artistes peuvent jouer
interpellé d'autres artistes et comment cette démarche de déconstruction de la raison, alors Dali s'amuse à appeler ça paranoïa critique, comment la mise à mal de la raison et de l'organisation du récit va être au cœur d'une démarche contemporaine avec ce qu'on a vu de Rauschenberg, de coller, couper, assembler, changer l'ordre normal. Et donc comment finalement on dirait comme un procédé de moquerie sur la raison. Voilà, Picasso un peu ridiculisé, un merveilleux dessin que j'aime beaucoup. Picasso et communiste, moi non plus. Là, on voit qu'ils sont tout à fait amis, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas le temps de montrer cette petite rébellion anti-bourgeoise de Dali. Voilà, qu'est-ce qui peut sauver Dali dans sa dernière partie, puisqu'on a des performances qui ne fonctionnent pas beaucoup, le plus grand sandwich du monde, Dali sortant du métro avec un tamanoir en laisse, la relecture de l'Angélus de Millet sur une baguette de pain en plastique collée, voilà, tout un tas d'éléments qui sont proches d'assemblage, proches de ready-made en un sens, de choses qui sortent de leur contexte, mais dont on ne peut pas tout à fait faire quelque chose. Et le retour du Dali figuratif joli, avec ceci que je voulais vous montrer, 1976, c'est Gala qui regarde la Méditerranée, une sorte de jeu optique, vous reconnaissez là aussi le Christ qu'il a inventé dans une situation pas tout à fait prévue, le Abraham Lincoln en pixels. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que le Abraham Lincoln peut être vu à 20 mètres de distance, puisque Dali est fasciné par les recherches scientifiques récentes sur le nucléaire, sur des choses comme ça. Donc il essaye de trouver un levier pour redonner de l'intérêt à son art. Et encore mieux, c'est un hommage à Rothko. Un hommage que j'ai du mal à voir, peut-être 3 bandes un peu si on veut, mais est-ce que le Dali en question est en train de chercher à se raccrocher à la modernité ou à l'avant-garde? Mais est-ce qu'en faisant ça, il n'est pas déjà ringard, c'est-à-dire il n'est pas lui-même en train de vouloir créer quelque chose de nouveau, ce que les médias vont faire, mais que Warhol, si on les compare, comprend très bien, c'est-à-dire il joue à donner aux médias ce qu'ils veulent. Alors Dali peut jouer à donner du ridicule, du grandiloquent, mais sans distance, sans l'auto-ridiculisation qui faisait sa force dans les années 20 avec le surréalisme. Et quand on se penche, ça va vous faire une fracture des yeux, mais voilà, dès Dali de 1981, des Minotaures, c'est devenu tout à fait des procédés, c'est tout à fait difficile à regarder, il faut reconnaître, et comment on peut mettre ça, où est-ce qu'on le met? Et si je réponds par une sorte d'antiphrase que j'essaye d'enfoncer tout doucement, ben, c'est pas contemporain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de distance avec sa propre pratique, c'est une sorte de jeu, de jeu avec son propre langage, avec tout ce qu'il a inventé, ici une Vénus spatiale, Alice au pays des merveilles, une sorte de jeu de vocabulaire, les ombres. Alors vous savez aussi que Dali, et de ce point de vue-là, il serait plutôt contemporain. D'ailleurs, je vous dis, c'est son personnage qui le sauve. Il s'amuse, et là, il n'y a pas mieux que lui sur ça, à signer des papiers vierges qu'il donne à des gens qui vont faire des faux Dali. Il signe des reproductions, des copies. Enfin, il y a des gens qui lui amènent des faux Dali qu'il signe de sa vraie signature. Et puis, il y a des tableaux à lui qu'il ne signe pas. Et puis, des papiers vierges qu'il signe et qu'il laisse partir. Tout ça pour télescoper cette idée d'auteur et de jeu, d'authenticité. Voilà, ça déjà, c'est plus un jeu avec l'auteur et on serait dans quelque chose de contemporain. Dali frotte, s'approche de plaisanterie avec son personnage dans la publicité, dans les blagues avec Amanda Lear, qui devient son modèle très tôt. Et de ce point de vue-là, il est encore un personnage intéressant jusqu'à sa mort dans les années 80. Étonnamment. Une distance qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres auteurs. Je dois absolument vous montrer rapidement des tas d'artistes réalistes de ces années 30 qui sont marqués par ce qu'on a appelé le réalisme magique. Ça, c'est Balthus avec une joueuse de Diabolo, c'est des œuvres de plus jeunesse, mais où l'image, voici Francis Gruber, si vous le regardez bien, à gauche, il y a 2 oiseaux en train de s'envoler sous la table. Talcott, qui, avant de basculer sur l'abstraction, fait des grands personnages qui font penser à une espèce de mystère à la Botero. Encore Gruber, le Nancéen. Ronner, qui fait une peinture très réaliste, mais qui une sorte de
peinture objective très léchée qui donne une espèce d'ambiance complètement bizarre, qui est marquée évidemment par le surréalisme, et même chose avec Hélion, dont je devrais parler plus tard, à nouveau Gruber, qui est bien évidemment très proche de Buffet, qui sera le grand succès des années 40-50, et un dessin d'Artaud qui connaît Gruber. Ce petit aparté pour vous redire que cette façon de semer dans l'Europe va se retrouver ailleurs, en fait. Le surréalisme disparaît avec ces années 40. Breton part aux États-Unis. Il y a des groupes, des sous-groupes qui se développent. C'est pas négligeable. Hein, voilà, la Sécession édite un journal. Il y a dedans Vitrac, Léris, Limbourg, Desnos, Bataille. Ils sont tous fâchés avec lui et ils font un journal qui s'appelle Un cadavre, qui concerne Breton. Vous voyez, c'est pas du tout des petites blagues entre eux. C'est la place du document, la place de l'image, la place centrale de Breton qui dirait ce qu'est le surréalisme ou pas. Comment on fait ça? Comment on dit est-ce que Breton est le centre et dit ce qui est surréaliste ou non? Évidemment, ça paraît pas probable, pas tenable. Est-ce que à partir de là, tout le monde fait ce qu'il veut? C'est comme ça que ma question reste ouverte pour aujourd'hui. Donc, je reviens à Nelly Kaplan. La voici amie, amoureuse avec un Breton plus tardif dans 56. Et la voici surtout en train d'écrire sous un pseudonyme à partir elle fait un premier petit film sur Gustave Moreau, vous voyez la place du symbolisme, la façon de regarder le fantastique avec un biais, la place de l'écrit et de la déconstruction de l'écrit va marquer beaucoup les artistes qui suivent le surréalisme, parce que c'est ça que je cherche en fait. Géométrie dans l'espasme, la reine de Saba, puisque elle va aussi s'intéresser à l'occultisme, aux sorcières, et Nelly Kaplan, si vous connaissez ce que je vais montrer dans un instant, qui est le merveilleux voilà, délivrez-nous du mal, c'est-à-dire le rapport, la place des femmes et le rôle des femmes qui va être tellement critiqué dans ce petit chef-d'œuvre qui est La fiancée du pirate, qui est son premier long métrage de 69. Voilà, si vous n'avez pas vu ce film, alors là, c'est un pur chef-d'œuvre de mauvais esprit, d'ironie, de libertaire. Il n'y a pas de morale là-dedans, et de surréalisme, justement. 69. Comment il s'appelle, ce film? La fiancée du pirate. J'aimerais bien le voir un jour. Voilà, sur l'air de « moi, je me balance ». Si je prends quelques artistes et que je montre comment ce surréalisme continue après les années 30, comment il va nourrir mes années 64-81 et comment il est en train de questionner qu'est-ce qu'est un mouvement et jusqu'où ça va. Est-ce qu'on peut penser, évidemment, la réponse est non par mouvement. Il n'y a plus de mouvement. Ce système de polarité fait qu'on est continuellement questionné. Vous ne connaissez peut-être pas, et c'est un tort, Konrad Klafek, qui est fils d'historien de l'art, donc il a baigné son père et sa mère dans ça. Et en fait, en 55, il est étudiant. Le prof de peinture lui fait peindre une machine à coudre et il trouve ça génial, notamment parce qu'il en a carrément marre de cet expressionnisme abstrait de Pollock et de tout le monde. Et donc, il va continuellement faire des machines à écrire ou des machines à coudre d'une façon hyper réaliste. Et non seulement c'est très surprenant, à la fois c'est beau, à la fois c'est je dirais pas horrible, mais on dirait un dessin technique, on dirait en même temps quelque chose d'un poster qui va bien avec ces années 50-60. Là, on est sur une litho. Et en même temps, vous voyez comment notre histoire va être compliquée et comment les étiquettes vont commencer à poser problème. C'est ça qui m'intéresse de montrer. Tout s'institutionnalise, mais il n'y a plus d'étiquette possible.
osons le mot, il y a quelque chose aussi du pop art dans ça. Il y a quelque chose de très beau, de valorisant l'objet. Il est bizarre. Ce sont des objets qui sont, voilà, cette petite tétine qui dépasse. Qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'elle est ajoutée? Et dans cette précision de la peinture, on pourrait être dans l'objectivité à l'allemande des années 20, on pourrait être dans du Chirico, on pourrait être avec l'effet de dégradé dans le fond, avec un titre sur la tyrannie, c'est tout à fait passionnant, comme on s'y attend pas. Voilà, la partenaire dangereuse, on a quelque chose qui questionne par le titre, donc on a pas qu'une image, hein, pas quelque chose qui est une copie, mais à la fois quelque chose de pop, une image qui pourrait être vendue comme une carte postale, et à la fois quelque chose qui vient du surréalisme ou qui y répond. Et là, si c'est pop et surréaliste, vous avez perdu tous vos antisèches. S'il y a un terreau et qu'on vous dit Clafec, impossible de se repérer. Voilà, celui-ci, c'est le misanthrope. Après les années 70-75, là, celui-ci date de 73, Clafec va arrêter de travailler de cette façon-là. Inrangeable dans aucun élément possible. Rien à faire. Et passionnant. Un Polonais, une merveille. Si j'ai l'occasion de vous montrer ça, alors lui est un génie, ça fait longtemps. On ne fonctionne plus par génie, c'est plus des auteurs, c'est plus des mouvements. C'est bien ça que je suis en train de montrer. Roman Sielewicz. Alors là, c'est facile à résumer. Déjà, Delpire est un éditeur passionnant. Poche Illustrateur, c'est un peu la même collection Fnac Photo. Il vient de Pologne. Il va travailler beaucoup des affiches, beaucoup pour le théâtre, beaucoup de jeux qui font penser à ces procédés surréalistes. Voilà, découper un visage de quelqu'un et de quelqu'un d'autre, l'ajouter, le changer, jouer avec la typo et avec la surprise de ce qui est devant nous. Jouer, on penserait à Max Ernst et à la semaine de bonté. On est entre 59 et 65. Hein, on est prendre une gravure, découper, changer et recommencer. J'ai mis plusieurs fois son nom pour que vous ayez l'occasion de le capturer. Une petite obsession pour la Joconde et pour un jeu, et c'est là où je veux en venir, c'est très étonnant. À la fois, c'est une merveille de simplicité graphique. Vous avez dû le croiser tout simplement parce qu'il a travaillé, voici ce qu'il fait en Pologne en 59 avant de venir en France. Il travaille pour Walmart, de la pub. On est en 62-71 pour les Trois Suisses, pour Dupont de Nemours, pour Lancaster, pour Prés-Unique. Donc ce graphisme-là va vous rappeler bien des choses. Cette école polonaise graphique est extraordinaire. Il va aussi, ça peut vous parler, beaucoup travailler pour le théâtre. Il va devenir même celui qui fait la conception graphique entre 76 et 77 du Festival d'automne à Paris. Il va faire une revue qui s'appelle Zoom en 75. Et puis, il va créer une revue scientifique en 88. Et puis, il va aussi travailler pour Libé. Et puis, je vais le montrer juste après pour l'autre journal et pour Le Monde. Voilà, il va travailler dans plein de domaines différents. Ce petit livre est une merveille. Combien il coûte? 12 € chez Delpire, avec tout un tas de découvertes de graphisme. Voilà, Opus International, une revue d'art. Et ce qui m'intéresse de regarder là, voilà, zoom sur la pollution de l'œil, est-ce qu'il est prof au Beaux-Arts à un moment donné? Et ce qui est passionnant, c'est que l'introduction est écrite par François Barré, un merveilleux penseur, qui en dit des merveilles, aiguilleur de rétine, mais qui ne cite pas une seule fois le mot surréaliste. Ouais, il dit finalement, cette Pologne, elle est aux 4 vents, elle vient de 3 directions, le constructivisme, le pop, aussi, un peu comme Clafec, et un expressionnisme vu d'Europe centrale. Il vient de Pologne, la Pologne des 80, ce n'est pas rien. Il y a chez lui des proximités et des connivences avec Kubin, et Cantor, et avec Topor, qu'on va voir tout de suite, puisqu'il va travailler avec le groupe Panique. Pas de surréalisme. Moi, j'en mettrais. Je mettrais une petite étiquette là-dessus qui s'appellerait surréaliste. Et on voit bien, par cette petite amusement auquel je me livre, que l'étiquette pourrait ne pas être opérante, en même temps, elle marche pas mal. Voilà un jeu, vous avez dû croiser dans ces années 80 quand
cet autre journal s'est développé. Vous avez dû voir des affiches d'Amnesty International, mais ce collage, ce jeu de décalage, il vient du photomontage surréaliste. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Comment ce mouvement peut continuer? J'appelais ça vieux surréalisme ou éternelle jeunesse du surréalisme. Est-ce que c'est un procédé? Et comment le ranger, en fait? L'idée de ranger est plus possible. Vous reconnaissez la silhouette, j'ai pas son rire en enregistrement, mais alors c'est une merveille. Étudiant aux Beaux-Arts, très tôt graphiste, plein d'humour noir, et vous savez peut-être que le mot humour noir n'est pas inventé par André Breton, mais on lui donne la paternité, c'est-à-dire d'associer quelque chose du désespoir. Voilà pourquoi on peut écrire sans raison pour me suicider tout de suite, avec une illustration merveilleuse. Topor, il devient illustrateur pour la presse, mais dès le début, il veut être considéré comme artiste et pas comme journaliste. Et vous devez connaître tous ces éléments visuels très puissants. On est dans les années 60, au cœur de la période, puisqu'on va aller jusqu'aux années 80, je m'arrête en 81. Topor est dessinateur de presse, j'ai retrouvé une petite esquisse qui est assez intéressante parce qu'on voit à quel point son graphisme est varié. Vous voyez, on a une sorte de hachure assez précise, une retouche parce qu'il a dû se gourer avec un blanc qui au tirage ne se verra pas et qui fait qu'on est à la fois dans un élément qui ferait penser à Dali, évidemment. Une oreille qui devient objet arbre et qui passe de l'un à l'autre. Même chose ici, on a une sorte de mouvement qui n'est pas réel, mais qui quelquefois va avoir un sens politique pour les illustrations qu'il va faire pour Harakiri, et quelquefois qui est juste une espèce de jeu, de logique, de narration aussi, avec Alice, qui va servir pour l'illustration. Finalement, ce jeu de déconstruction, de mise à plat ou de mise cul par-dessus tête du surréalisme va nourrir longtemps l'art contemporain. Par contre, il est comme une espèce d'outil aussi. Il est une façon de jouer avec la signification et de venir la questionner dans des journaux, dans des magazines, dans des affiches pour interpeller le public. Il est plus proche d'être un procédé, d'être une façon de faire. Il suffit de gommer un truc et de jouer avec ça, mais il est aussi une façon de renouveler l'univers visuel. Topor peut être pour vous, si vous ne l'aimez pas trop, très répétitif. Son graphisme est très passionnant. Il a une façon de dessiner qui est très gênante en fait pour l'œil. C'est cette espèce de précision bien dessinée, mal dessinée, avec beaucoup de traits à la plume, beaucoup de détails trop accentués qui fait qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une chose qui vient en avant par rapport à l'autre et qui fait que ça gêne l'ensemble et que ça donne une espèce d'ambiance, comme disent les jeunes, malaisante. On ne sait pas trop quoi en penser. Ça vient de cette espèce de non-hiérarchie des détails et de façon de creuser qu'il y a aussi dans son écriture. Voilà, vous connaissez peut-être La Planète sauvage, qui est quand même un peu inoubliable quand on l'a vu une fois, 74. Voilà, ce surréalisme qui se continue. Vous connaissez peut-être, vous l'avez vu enfant ou vous avez vu vos enfants qui le regardaient, c'est quand même lui qui invente Téléchat. Et quand vos enfants vous ont peut-être dit, je le regardais à la télé, j'étais petit, maman, papa, j'ai eu peur, vous allez comprendre pourquoi un truc pour les enfants peut faire peur et pourquoi il y a du vrai surréalisme. Chalut, mesdames et messieurs, chalut, 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 Chalut. chalut, Bonsoir. chalut, Coucou. chalut. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Salut! Eh bien oui, Téléchat est de retour dans une formule nouvelle, beaucoup mieux que l'autre. Mon oncle n'est pas content. Il paraît qu'hier, j'ai oublié la pub. Tu vois bien qu'elle est pas cuite, cette pub. Vous pourriez trouver autre chose, espèce de sale copieur! Vas-y, Groucha, sauve Téléchat! Non. Si! À la demande générale, et en raison des circonstances dramatiques, j'y retourne. Ciel, Groucha. Lui-même et en personne. Aujourd'hui, mi-tanche 24, 5 croûtes de fromage. Bonne fête à toutes les croûtes de fromage. Si vous ne le savez pas, je souhaite aussi bonne fête à toutes les croûtes de fromage. Quelque chose de décalé paraît enfantin, et finalement, dans cette enfance, il y a quelque chose de plus compliqué, de plus tordu, de plus complexe, auquel les enfants peuvent adhérer. D'ailleurs, on le sait bien maintenant, on sait que depuis notamment Tommy Ungerer, mais les enfants et les petits poussins de Claude Ponty, voilà, peuvent raconter des choses très complexes
et que le monde de l'enfance qui a été à un moment donné laissé aux niaiseries peut être plus élaboré et plus feuilleté de sens que ça. Et le surréalisme de Topor, il y participe. Il va participer à ce groupe qui se retrouve en France. Lui est français, mais Arabal et Jodorowsky, qui en font partie notamment, viennent d'ailleurs. Voici Arabal au milieu, Topor derrière. Et ce théâtre, pourquoi s'appelle-t-il Panique? Tout simplement parce que il trouve qu'en 62, 64, c'est la disparition de 66, la disparition de Breton. Il trouve que Breton, il s'est encrouté, qu'il fait plus rien de bien, et donc il s'agit de ressemer la panique en faisant au théâtre le plus de bruit possible, le plus de surprise possible contre le spectateur. Voilà les trois en question. Et le saisir, le retourner, la provocation, c'est un muscle qui s'entretient parce que c'est très difficile de ne pas tourner en rond. Do you remember the future? Do you remember the past? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette relecture du surréalisme des années 64 jusqu'à 81 et encore aujourd'hui sur certains domaines? Même si, par exemple, ce serait intéressant de voir comment il me semble que Tim Burton n'est pas surréaliste. Il joue avec le fantastique, mais il ne joue pas avec cette espèce de tension, peut-être liée à la mort, si on va vite, de malaise qu'il y a dans le surréalisme, qui vient de la perte du sérieux ou de la perte de la raison. On a quelque chose qui est en train de se jouer sur déconstruire des choses qui existent, réveiller le public à nouveau, et on va voir dès la semaine prochaine que l'avant-garde est quand même bien réveillée, que ce soit sur la performance, sur le corps des femmes ou sur l'art conceptuel. Cette institutionnalisation que je décris, les artistes plus jeunes n'en veulent pas. Ils ne sont pas là pour ça et ils sont en train de re-questionner tout ça. Voilà comment, sur le genre lui-même, Jodorowsky va s'amuser avec une petite merveille de 69-70 à relire le western, lui qui est, je dirais chilien, j'ai un doute, pardon, corrigez si c'est l'occasion. Western très connu, relu déjà, on va y venir une autre fois par Sergio Leone, c'est-à-dire de jeu avec les figures, le duel, l'homme qui cherche. Habituellement, il n'y a pas un monsieur tout nu dedans. Habituellement, il n'y a pas des gens sans membres amputés comme on en trouve encore quelques fois. Il suffit de voir le Poesia sin fin de Jodorowsky qui est sorti il y a 4-5 ans. Il est retourné filmer au Chili, dans la maison où il vivait. C'est une sorte d'autoportrait merveilleux, incroyablement riche d'audace et de provocation. Voilà quelque chose de simple qui renouvelle la façon de raconter les choses, comment il y a une ambiance qui d'un seul coup, avec tous ces animaux morts, crée une espèce de bizarrerie qui réveille le spectateur incroyablement, qui vient aussi du mime dans le groupe Panique, et qui vient de lecture Le Mont Analogue de René Daumal, qui est un des surréalistes des années 30, que Jodorowsky s'amuse à revisiter par cette montagne sacrée dont vous découvrez à la fois, regardez-le, c'est l'occasion aussi, 73, à quoi sert cet alambic, qu'est-ce qu'il essaye de simplifier. J'ai vu cette restauration et Jodorowsky lui-même en train de diffuser à la Cinémathèque cette montagne sacrée, qui a expliqué que, s'il y en a qui l'ont vu, ils comprendront ce que je veux dire, pourquoi à la fin ça s'arrête de cette façon-là, puisqu'il s'agit d'une espèce de quête de personnages qui veulent trouver leur salut, essayer de découvrir un peu le sens de la vie, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment simplifié. Les voici tous autour, ils ont chacun une personnalité très différente. Et le film s'arrête, je ne crois pas le divulguer en disant ça, il s'arrête en fait, pendant le film. Et Jodorowsky explique, c'est simple en fait, j'avais plus d'argent, donc j'ai arrêté le film, et puis j'ai dit que c'était arrêté dans le film.
Voilà, ça, ce sont des procédés que Buñuel va utiliser, il va me servir de conclusion, qui se retrouvent à nourrir la narration de ces années 60, le travail sur les animaux, on l'a vu chez Nelly Kaplan, la symbolique liée aux animaux, on la retrouve chez Buñuel évidemment et chez Jodorowsky. Ici, il y a quelque chose d'un vocabulaire qui se promène, mais qui, une fois ce surréalisme fini en Europe, revient par l'Est, Pologne, par l'Ouest, Amérique du Sud, et nourrit le travail de création. Si je prends Buñuel pour finir, Viridiana, même une palme à Cannes, avec des conditions... il représente l'Espagne et l'Espagne ne va pas adorer. Regardez ça si vous avez l'occasion. L'ange exterminateur, Tristana qui est lui-même nourri, tout ça est beaucoup nourri de surréalisme. Il suffirait que je vous montre un petit extrait, ça serait simple. Ce n'est pas le charme discret de la bourgeoisie, j'en parlerai samedi dans une conférence sur la table bourgeoise, mais il suffirait de regarder ce fantôme de la liberté, qui lui aussi aura un prix, et pas des moindres, un Oscar, avec Brialy dedans, et avec le retour, non pas du Buñuel qui était parti travailler longtemps au Mexique, qui va revenir avec des conditions tout à fait passionnantes en France pour tourner, qui va faire des chefs-d'œuvre, à mon avis. Il ne s'agit pas de me voir en Buñuel seulement le surréaliste des années 30. Ce fantôme de liberté date de 1974, avec des procédés. Il y a un petit documentaire où on entend le Français qui va l'aider et qui va écrire les scénarios avec lui, une dizaine, Jean-Claude, ça va me revenir. Et Dali, quand il a un producteur, le producteur est souvent apeuré parce que les techniques de film sont rapides chez Buñuel, et il va faire des films qui sont plutôt courts, et quand on lui dit « vous n'avez pas une crainte que le film soit pas assez long ?» et Buñuel répond « on rajoutera un rêve ». En voici un pour vous. Si vous dormez mal le soir, vous allez comprendre pourquoi. Dès que je vois ça, ça m'émeut. Le fantôme de la liberté, c'est aussi l'occasion de découvrir une goutte de surréalisme dans les procédés, change la signification du plan et change la façon dont on passe à table quand on invite des amis. Si vous voulez me suivre, par ici. Voyons, Madame Calmette, vous vous mettez là. Elisabeth, là. Vous, professeur, à ma droite. Charles, c'est ça, tu te mets entre Madame Calmette et Elisabeth. Hein. Et toi, Sophie, viens, mon trésor. Viens, ma petite poussine. Viens, viens. Là, à ma gauche. Viens, chérie. Mais asseyez-vous, je vous en prie.
Avant-hier, nous sommes allés à l'opéra voir Tristan et Isolde. Et c'était bien? Admirable. La Carlotta et Gelici étaient... Voilà, à l'époque, on savait recevoir. Ce surréalisme retrouve en Pologne sur des groupes de résistance que voici des années 81, la photo est plus récente, des petits lutins qui signent un peu partout des éléments de tags dans la ville. Et les petits lutins sont orange avec des bonnets orange de telle façon qu'ils puissent défiler dans une dictature encore forte. Voilà, le surréalisme, une façon insidieuse de glisser un petit truc bizarre dans le réel et avec une portée politique comme ici ou avec une portée qui rafraîchit finalement dans la façon de travailler les recherches ou le résultat du travail. Et voilà pourquoi je dois terminer en vous montrant un petit chef-d'œuvre d'un autre Polonais qui a un nom tout à fait redoutable, Rybczynski, qui va faire ce chef-d'œuvre qui s'appelle Tango de 1981. Soyez patients, vous comprendrez ce que le surréalisme fabrique en 1981 encore, venant de l'Est, nourrissant une autre façon de narrer avec un décalage dans le temps finalement. Ce n'était pas en les années 30 que ça a été reçu, et cet effet de décalage est tout à fait contemporain. À demain. Je vous le laisse jusqu'au bout, je vais être gentil.
On a dit pas plus de la table. Retenez bien ce nom. À demain.